C'est une fonction passion. Aujourd'hui, on est dans un pays qui est sur-administratif. Le maire de Montereau, sur son compte bancaire en net, à la fin du mois, il tombe 2400 €. C'est difficile aussi d'être élu. Les contraintes sont très fortes. Vous choisissez un président de la République. Dans la réalité, leur pouvoir est assez limité. Le gouvernement devait répondre sous 6 mois. Ils nous ont répondu en plus d'1 an pour dire non à tout. Ah oui, d'accord. L'État ne veut rien lâcher. Bonjour à tous et bienvenue sur The Brain. Aujourd'hui, je suis très content parce qu'on reçoit une personnalité politique. Ça nous est jamais arrivé dans le podcast. On reçoit aujourd'hui James Chéron. James Chéron est maire de Montereau et vice-président de la région Île-de-France, délégué à l'éducation, il me semble. C'est bien ça. Donc, je suis très content. Bienvenue dans le podcast. Bonjour Fabio. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation d'abord parce que on a contacté pas mal de personnalités politiques et c'est toujours un petit peu sensible de venir s'exprimer de manière libre sur Internet, là notamment sur YouTube. Donc on est très content de vous recevoir. L'idée du podcast, c'est de revenir un petit peu sur le parcours de l'invité, d'étudier un petit peu les différents sujets chauds qu'il peut y avoir dans le domaine de l'invité. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Aujourd'hui, donc, on va revenir sur des sujets plutôt politiques. D'abord sur votre parcours. C'est vrai que souvent, on entend dire que les personnalités politiques peuvent être issues d'un milieu socio-culturel assez aisé. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur votre enfance, que vous nous racontiez un petit peu comment ça s'est passé. Je voudrais démarrer par vous remercier pour votre invitation. On se connaît dans un cadre différent, Bien parce sûr. que vous êtes issu du territoire où je suis élu. Donc on habite dans la même ville, sur le même territoire. Et évidemment, ça me fait très plaisir de pouvoir à la fois répondre à vos questions, mais aussi vous accompagner dans cette formidable aventure que sont les podcasts The Brain. Et puis, si je suis le premier invité politique, alors c'est évidemment un honneur pour moi. Moi, je suis né à Bordeaux, dans une ville où je n'ai pas du tout grandi. J'ai dû passer 3 mois ou 4 mois à Bordeaux. Et en réalité, j'ai grandi juste à côté de Clermont-Ferrand, D'accord. dans une ville pavillonnaire de la banlieue de Clermont. Avec un père qui travaillait dans une entreprise et une mère qui s'occupait des enfants, j'ai un frère, et de la famille et de la maison. Il y a une étude de l'OCDE, Organisation internationale très sérieuse, qui date d'il y a quelques années, mais qui est récente néanmoins et toujours d'actualité, qui montre qu'en France, il faut 6 générations, J'ai vu cette étude. 6 générations, ça vous fait 150 ans, Mm. pour que une famille passe de sous le seuil de pauvreté Un statut à social. un statut social moyen. Bien sûr. Pour un citoyen engagé comme moi, pour le maire de Montereau que je suis, une ville très populaire, évidemment, c'est insoutenable et inacceptable. Ça fait partie des raisons de mon engagement aujourd'hui. Je vous disais, j'ai grandi à côté de Clermont-Ferrand. Néanmoins, ma famille est à Montereau et autour de Montereau depuis les années 50. Mes grands-parents ont été commerçants à Montereau. La première école de ma mère était à Montereau, dans la rue où j'habite aujourd'hui. Moi, cela fait 18 ans désormais que je suis vraiment installé à Montereau. J'ai travaillé à la mairie en tant que collaborateur, puis j'ai été élu adjoint au maire. Aujourd'hui, je suis maire. L'un de mes engagements, c'est vraiment celui-ci. Être élu, c'est travailler sur le quotidien et se projeter dans le long terme. C'est aussi travailler pour, évidemment, l'intérêt général, un projet de territoire, mais aussi accompagner chacune et chacun dans son trajet personnel. Et ce trajet, cette trajectoire personnelle ou individuelle, eh bien, à Montereau plus qu'ailleurs, elle nécessite qu'on s'y intéresse et qu'on soit aux côtés des habitants, parce que justement, il y a beaucoup de fragilité sociale au sens général du terme, et que si on veut réduire ce temps des 6 générations, on a un peu l'impression d'être dans un livre de Victor Hugo, c'est Les Misérables. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est insoutenable quand, comme moi, on a une vision très humaniste du pays et de l'action publique qui doit être menée dans le pays. Et on a évoqué un petit peu, vous êtes délégué donc au lycée et à l'éducation, au niveau de la région Île-de-France cette fois-ci. Et comment il était l'élève Chéron à l'école, au collège et au lycée? Un mauvais élève, un bon élève, plutôt quelqu'un de rêveur? Comment c'était? J'étais plutôt un bon élève. Zéro souci à l'école primaire, au collège. Au lycée, c'était un petit peu plus compliqué. Et je crois surtout que, comme beaucoup d'élèves, j'ai fait des erreurs.
pas sur le travail, la concentration, etc. J'ai bien eu quelques convocations des parents parce que j'étais parfois un élève dissipé. Mais au-delà de ça, j'ai fait des erreurs, notamment en matière d'orientation. Alors j'ai essayé de me nourrir de ces erreurs, mais comme beaucoup, j'ai considéré que pour réussir à l'école, il fallait... déjà sur les langues, j'ai fait de l'allemand en première langue, et puis de l'anglais évidemment après. Comme tout le monde, comme on ne sait pas très bien enseigner les langues en France ou qu'on n'est pas réceptif, j'ai pas très bien appris les langues étrangères. Mais surtout, j'ai considéré que pour réussir mes études, il fallait que je fasse des sciences. Et donc, à l'époque, on pouvait choisir des filières en particulier. J'ai fait un bac S, spécialité mathématiques, jusqu'au bac. Et en fait, c'est pas vraiment le parcours. Donc, en termes d'orientation, j'ai eu une orientation, comme beaucoup de jeunes, plutôt subie, en fonction de ce que mes notes au collège me permettaient, mais surtout de ce que je pensais être une stratégie pour, je sais pas, être dans les bonnes classes, réussir un parcours d'études. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut se demander qui on est, ce qu'on a envie de faire, notre personnalité, dans quoi on se projette. Et ça, je ne l'ai pas fait et on l'a pas fait avec moi. Et après mon bac, très scientifique, j'ai fait une classe prépa très littéraire. Rien à voir. Et souvent, rien à voir. Et souvent, je dis, au fond, dans ma scolarité du secondaire, j'ai appris à organiser un raisonnement, avoir de la rigueur, de la méthode, etc. Ce qui, aujourd'hui, évidemment, m'est toujours très utile. Et j'ai appris à faire des tableaux. Voilà. Puis après, j'ai fait des choses plus littéraires, plus orientées vers la littérature, la philosophie, la science politique, etc., pour remplir mes cases. Bien sûr. Donc peut-être, étape 1, j'ai appris à raisonner. Étape 2, j'ai appris à donner de la matière au raisonnement. Il y a eu un parcours vraiment complet. Oui, parce que j'essayais de rebondir et d'utiliser ce que j'avais fait, qui n'était pas forcément le bon choix au départ, mais au fond, j'essayais de le rendre utile quand même. Puis après, j'ai fait une faculté de droit, et puis ça m'a amené à, peut-être qu'on en parlera, des métiers, puis un engagement public et politique. Mais donc l'école, aujourd'hui, l'école de la République, elle est à la fois formidable et il faut tout reprendre. Voilà. Elle est formidable parce qu'elle est accessible à tout le monde, elle est gratuite, on a des enseignants qui sont extrêmement impliqués. Engagés, bien sûr. Engagés. On a beaucoup de moyens. L'école, c'est la combinaison de plusieurs acteurs. C'est l'État. L'État qui définit les programmes, qui sanctionne, entre guillemets, au sens qui valide l'acquisition des compétences, c'est les diplômes. Donc on est tous égaux dans la préparation et la préparation des examens, l'acquisition des compétences et la validation des diplômes qui sont nationaux. Mais on n'est pas égaux sur ça. On n'est pas forcément tous égaux, en revanche, sur l'accès au savoir en dehors de l'école. J'entends. Là, on est en dehors de l'école. Ouais. Néanmoins, sur l'école, on est dans un pays qui reste formidable, où l'État définit les programmes, valide les diplômes. Et puis, il y a une complémentarité qui est indispensable, ce sont les collectivités. C'est là où je disais qu'il y a quand même beaucoup de moyens et on a une école d'un bon niveau globalement aujourd'hui. Les communes s'occupent des bâtiments, des équipements, de tous les personnels non enseignants pour les écoles maternelles et primaires. Les départements s'occupent des collèges pour les mêmes compétences et les régions s'occupent des lycées pour les mêmes compétences. Et on peut critiquer les moyens qui sont mis dans l'éducation, mais regardons un peu ce qui se passe dans le reste du monde et nous verrons que cette combinaison entre l'État pour l'éducation au sens le plus primaire du terme et les collectivités pour tout ce qui est le cadre éducatif fonctionne bien et on est aujourd'hui dans une école au sens large du terme qui met beaucoup de moyens. Et néanmoins, il faut tout reprendre parce qu'au fond, le jeune d'aujourd'hui, la société d'aujourd'hui, les besoins d'aujourd'hui, les comportements d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'avant et que les fondamentaux de l'organisation de l'école sont peut-être à respecter, mais il faut revoir les parcours. Aujourd'hui, est-ce que c'est normal que quand on rentre en 6e, quand on rentre encore en seconde et parfois plus loin, on ne maîtrise pas les savoirs fondamentaux, bien sûr. Lire, écrire, compter. Et puis, une chose que j'ai évoquée la semaine dernière avec François-Marie de Portes, qui est justement philosophe, qui enseigne également, donc docteur en philosophie dans le public, dans le privé, etc. Une chose, c'est sur l'école, on a l'impression qu'à l'époque, on pouvait être formé à notre esprit critique, à l'école, au collège, au lycée. Et aujourd'hui, on a l'impression que ce n'est plus forcément le cas. On a des savoirs, comme on l'a évoqué juste avant, mais on n'a plus forcément le fait d'aiguiser notre esprit critique et d'apprendre à réfléchir et d'avoir un raisonnement, comme on disait tout à l'heure. Vous en pensez quoi de ça ? Il faut commencer par repartager les objectifs. Et là, il y a du débat politique parfois. À quoi sert l'école ?
tous les élus ne sont pas d'accord sur ce sujet. Ma conviction, c'est que l'école, elle sert à transmettre des savoirs, transmettre des valeurs, ce qui fait qu'on fait société ensemble, et puis permettre aux jeunes, lorsqu'il sortira du système éducatif, de pouvoir s'insérer dans l'autre monde, c'est-à-dire le monde professionnel. Tout le monde ne partage pas cet avis. Il y a des gens dans l'univers politique qui considèrent par exemple que l'école ne doit pas du tout être en lien avec le monde économique, le extérieur, monde entre guillemets, le monde des entreprises, Bien que sûr. c'est d'abord des savoirs très académiques et qu'au fond, il faut permettre aux jeunes de s'épanouir dans son apprentissage sans forcément se préoccuper du monde professionnel après. C'est pas la vision que je partage parce que la société ne peut pas mentir aux jeunes en lui disant il y a le monde de l'école, ça va être formidable, puis quand tu en sortiras à 18 ans ou à 25 ans, c'est le grand vide. On verra, c'est ça. On ne peut pas mentir aux jeunes en leur disant qu'ils vont passer un diplôme, des diplômes, un bac plus 5, mais qui ne mènera pas à un emploi, qui ne leur permettra pas. Oui, il n'a pas de compétences techniques qui lui permet derrière. Peut-être qu'il en a, mais qui ne sont pas palpables ou utiles dans la société ou qui sont utiles pour très peu de personnes, alors qu'on en forme beaucoup, par exemple, et donc on a des gens sur le carreau, alors qu'ils ont beaucoup travaillé, qu'ils ont passé des diplômes, qu'on a validé les acquisitions de compétences, et que c'est pas... c'est pas concret en termes d'insertion professionnelle, bien sûr. Voilà. Donc il faut vraiment commencer par repartager ce que sont les objectifs de l'école, pour ensuite pouvoir travailler au mieux à l'accompagnement du plus grand nombre, c'est l'école pour tous, et puis de chacun, avec peut-être des parcours différenciés, de sorte, puisque nous avons tous des préacquis, des contextes de vie, des personnalités qui sont différentes, et que le système pour tous, il n'est jamais totalement adapté à aucun des membres du pour tous. Bien sûr. Donc il faut pouvoir organiser cette combinaison entre une école pour tous et en même temps un suivi personnalisé, un accompagnement individualisé. Monsieur Chier, on va tirer une carte, ça tombe bien. C'est toutes les 15 minutes, donc on tire une petite carte bonus. Je vous laisse prendre dans le paquet juste ici. Vous pouvez prendre la première, la dernière, au milieu, comme vous voulez. Est-ce qu'on les tire à toutes ? Peut-être, oui, si on a le temps. Si on est bavard, on aura le temps de toutes les tirer. Je vous laisse nous la lire. Le plus grand moment de solitude de votre vie ? Ça demande un petit temps de réflexion. Peut-être ce moment-là où il faut que je réfléchisse à cette question. L'être humain est un être social. Nous ne faisons pas partie des espèces vivantes qui sont faites pour vivre seules. Moi, je suis un être très social. Donc, mon plus grand moment de solitude, je ne sais pas, peut-être un jour où j'étais très gêné d'un fait, d'une situation. Oui, je me suis trouvé en présence d'un couple, d'un homme et d'une femme. Nous étions 3 à une table de restaurant. Et l'homme a eu des propos et des comportements violents à l'endroit de son épouse qui était là. Et là, je me suis senti à la fois révolté de voir ce qui se passait, et puis certainement de trop dans cette situation qui ne me regardait pas, et en même temps me révoltait. Donc il y avait cette ambivalence de sentiments où je trouvais la situation inacceptable, injuste, quel que soit le fond du désaccord. On peut être en désaccord, mais pas de violence. Et là, je me suis senti peut-être très seul, ne sachant pas comment réagir face à cette situation, me sentant à la fois en trop, et puis peut-être que ma présence limitait les actes aussi, et que ça l'avait permis que ça n'aille pas plus loin. Et comment on doit réagir alors dans un cas comme ça ? Parce qu'en même temps, vous l'avez dit, ça nous regarde et puis ça ne nous regarde pas. J'ai essayé de générer une transition pour que vite d'autres sujets que la conversation en cours puissent permettre de détendre l'atmosphère et de passer à autre chose. Bien sûr. Voilà, donc de faire cesser la violence morale et y compris physique dont j'avais été témoin. Très bien. Ça, c'est une question qui revient également très souvent en société aujourd'hui, dans les débats médiatiques et politiques, sur l'éducation et sur les jeunes d'aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez que les jeunes d'aujourd'hui manquent de volonté pour pouvoir atteindre des objectifs ? Je ne fais pas partie des gens qui pensent que c'était mieux avant. Voilà. Non, sans aller jusque-là. On vit dans la société du jour et on fait avec le contexte que l'on a. Je crois d'ailleurs qu'on vit mieux aujourd'hui
qu'il y a 100 ans. Ça, je pense aussi, oui. Voilà, que quelles que soient toutes les critiques que l'on professe à l'égard de l'organisation de notre société, de la santé, de la sécurité, de tout ce que l'on veut, c'est quand même mieux que quand il y avait des guerres, que quand on crevait de faim, que quand on crevait de maladie. Moi, j'ai une grand-mère qui a 97 ans. Elle n'aurait jamais imaginé que sa mère ou sa grand-mère puisse atteindre cet âge-là. Voilà. Donc, ça veut dire que notre société a fait des progrès. Donc, il faut déjà se mettre dans ce positionnement où le « c'était mieux avant », c'est une vision idéaliste, passéiste, qui ne correspond pas à la réalité. Est-ce que la jeunesse a changé ? Mais bien évidemment. La jeunesse d'aujourd'hui est la jeunesse de 2025, qui n'est pas celle de 1995 quand j'ai passé le bac et qui n'était pas celle de mes parents. Est-ce que la jeunesse est différente ? Oui. Comment on organise la société pour que la jeunesse d'aujourd'hui soit épanouie et participe à construire une société de demain qui soit durable, vivable, solidaire. C'est ça les enjeux. La jeunesse d'aujourd'hui, elle a grandi dans un environnement sans guerre. Sans guerre. Oui, c'est important. En tout cas, sans guerre sur notre territoire. À la fois, c'est formidable et en même temps, cela fait s'échapper de ce qui sont parfois les fondamentaux. Dans une société où on crève plus de faim. Non, il y a des gens dans le besoin. On est installé dans un vrai confort. Je dis pas que tout, non, mais je comprends. Mais globalement, on est dans une société plutôt du confort, qui de fait a été construire une place très grande au loisir, à l'envie, etc. Tout à fait, oui. Et beaucoup moins qu'avant sur l'effort, le travail, etc. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien ? Moi, je ne suis pas dans le jugement de valeur. C'est une réalité. Le sujet, c'est comment on organise une société de demain qui soit durable. Le premier sujet, c'est cela. Comment on fait en sorte que vos enfants ou vos petits-enfants puissent vivre sur une planète où il y a encore de l'oxygène, où il y a encore de l'eau potable, où il ne fait pas 70 degrés partout. C'est ça l'enjeu. Voilà. Et je crois qu'il y a toute une partie de la jeunesse qui est très, très mobilisée sur ces sujets, avec un engagement très fort. Le stress climatique est réel aujourd'hui chez les adolescents. Ça n'existait pas dans ma génération. Oui, j'en parle souvent, je ne suis pas si vieux. Voilà. Donc on a des mutations sociales et sociétales qui évidemment sont perçues avec beaucoup plus de sensibilité chez les jeunes parce qu'ils sont jeunes, parce que c'est leur avenir qui est en jeu, parce qu'il y a aussi des moyens d'échange et de communication qui ne sont pas exactement les mêmes qu'il y a 40 ans. Il y a 40 ans, le porteur de débilité profonde était au comptoir dans le café et était le type qui racontait n'importe quoi. Aujourd'hui, il a une tribune qui est différente. Il a une tribune grâce à toute forme de médias, notamment les réseaux sociaux, qui permettent à chacun d'avoir une égale parole. Et puis ces gens se regroupent entre eux sur les réseaux sociaux. Et cela s'auto-alimente. Quand vous êtes tout seul à dire des âneries, c'est pas exactement la même chose que quand vous retrouvez grâce aux réseaux sociaux tous les autres qui disent un peu les mêmes âneries, et quand vous êtes 10 000 ou 100 000 à professer les mêmes âneries, et d'un seul coup vous dites que vous avez raison. Et en tout cas vous avez un écho médiatique. Voilà. Donc cette transformation de la société, elle est importante, et cela signifie que peut-être aujourd'hui plus qu'avant, il faut effectivement accompagner les jeunes à travailler leur approche de l'information, leur approche critique de l'information, et il ne suffit pas d'être d'accord avec quelqu'un pour avoir raison. Bien sûr. Nous évoquions tout à l'heure, juste avant d'être derrière le micro, l'aisance orale, la capacité d'expression orale. Et vous avez utilisé un mot, c'est l'accompagnement à la rhétorique. La rhétorique, ça n'est jamais que de la rhétorique. Il y a beaucoup de concours d'éloquence aujourd'hui qui sont organisés dans des collèges, dans des lycées, dans des universités, dans des associations. On en fait à Montreux, on en fait dans les lycées de la région Île-de-France. Attention à ce que le concours d'éloquence ne soit pas juste un concours sans profondeur, je comprends. De stand-up. Ouais, voilà. Il faut aller regarder non pas simplement la façon dont on délivre un message, mais comment on construit un message. J'invite vos auditeurs et téléspectateurs à aller regarder quelques films qui sont très très bons sur ce sujet. The Great Debaters, par exemple, les grands débatteurs, je ne sais pas le titre en français, qui voient... Alors c'est historique, sociétal, mais c'est vraiment sur ce sujet. On est dans les universités américaines, au moment où il y a encore une profonde séparation entre les Blancs et les Noirs. Et vous avez une université noire, en plein mouvement social aux États-Unis, qui travaille sur les concours d'éloquence et qui veut aller concourir avec d'autres universités et qui finalement sera la première à être autorisée à concourir contre une université blanche. Donc il y a tout ce mouvement social, mais on voit bien dans ce film que
Le sujet n'est pas simplement, le sujet n'est même surtout pas de bien dire les choses. Le sujet est de bien penser les choses pour ensuite bien les dire. Et donc, le sujet central du débat n'est pas que la façon d'exprimer l'idée, mais le comment on construit une pensée en allant chercher des références juridiques, philosophiques, éthiques, morales, et tout ça se discute naturellement, et factuelles, mais pas simplement être dans le bon mot. Réservons cela pour le stand-up humoristique, mais pas pour... Non, une profondeur des propos et de l'idée, je comprends. Profondeur des propos et de l'idée qui amène du respect sur la pensée et non pas simplement le mot facile, souvent basé sur les bons sentiments. Et la société, ça n'est pas les bons sentiments. Et on a parlé justement d'engagement par rapport au film que vous avez évoqué. Et aujourd'hui, justement, si on poursuit un petit peu sur la jeunesse, et puis même les moins jeunes, quand j'ai écrit la question, je m'en suis rendu compte, mais il y a de moins en moins de gens qui vont voter, alors que ça soit aux élections municipales, présidentielles, et européennes, etc. Et comment on peut l'expliquer, et justement comment on peut rattraper une génération qui n'est pas du tout... ne se sent pas concernés par ces questions-là, en fait, tout simplement. Ils ne se sentent pas concernés. Ils ne comprennent plus l'enjeu qu'il y a derrière. Et pourtant, l'enjeu est extrêmement important. Je vais prendre un exemple et qui me concerne. La participation aux élections régionales est assez faible. La collectivité région, de par les lois de décentralisation, elle a entre ses mains quelques compétences obligatoires et exclusives, donc qui ne sont traitées que par elle, par personne d'autre, qui sont fondamentales pour les jeunes. J'en cite deux, les transports et les lycées. Les transports, quand on est en région Île-de-France, c'est vrai dans les autres régions aussi, j'imagine, mais la région Île-de-France avec une densité de transport qui est extrêmement importante. Quand on est lycéen, quand on est étudiant, quand on est jeune travailleur, quand on est sportif, quand on fait plein de choses, on a besoin de se transporter. Et donc la stratégie, la politique, les outils de transport dans notre région, c'est fondamental, notamment pour les jeunes. Si on ne va pas voter, si on ne s'exprime pas entre différents projets, alors on a raté quelque chose. Les lycées. Je suis le vice-président chargé des lycées auprès de Valérie Pécresse et dans une majorité de la droite et des centres, du centre-gauche à la droite républicaine. Lorsque nous avons été élus, c'était en décembre 2015. C'était donc il y a 10 ans. En 10 ans, nous avons doublé les moyens qui sont consacrés au lycée. Il y a beaucoup plus de possibilités aujourd'hui qu'il y a 10 ans et surtout, nous sommes sur des développements dans les filières qui sont insérantes. Je prends l'exemple de Montereau. Nous avons créé à Montereau un campus sur les énergies durables avec l'université de Paris-Saclay. C'est à l'échelle de la région Île-de-France. Et à Montereau, nous avons le pôle nucléaire. Il y a des centaines de milliers d'emplois à pourvoir dans les années qui viennent dans l'énergie nucléaire, principalement civile et pas que. Qui va-t-on former ? Où va-t-on les former ? Qui va accéder à ces emplois ? Est-ce que la souveraineté énergétique de notre pays doit dépendre d'une main-d'œuvre étrangère ? On l'a vu il y a quelques années à peine, alors qu'il y a eu un mouvement plutôt anti-nucléaire en disant quand même, certes c'est une énergie décarbonée, mais il y a une forme de danger. Il y a un impact, etc. Tout sur le gaz. Et puis nous nous sommes rendus compte que, ce faisant, nous nous étions rendus dépendants de puissances étrangères. Bien sûr. Et quand la guerre survient en Ukraine... On est en difficulté. On est en difficulté. Et à ce moment-là, on dit finalement l'énergie nucléaire, c'est aussi la souveraineté énergétique. C'est décarboné et c'est la souveraineté énergétique. Il faut continuer à chercher, il faut continuer à assurer la sécurité des installations industrielles naturellement, continuer à chercher le traitement des déchets, mais il y a ce sujet. Les centaines de milliers de personnes qui vont demain construire, entretenir, piloter les centrales nucléaires et les EPR qui vont être construits dans notre pays. Eh bien, c'est, entre autres, à Montereau, dans un lycée au sein duquel nous avons dépensé des millions d'euros pour construire des ateliers qui permettent de former les jeunes d'aujourd'hui que sont formés les futurs professionnels de demain. Et c'est ça que l'on fait, et ça c'est une vraie... c'est un engagement politique. C'est concret. C'est concret, c'est la politique au sens noble du terme, au sens premier du terme, au sens de l'action publique. Et ça, c'est ce que l'on retrouve dans une élection. Aux dernières élections municipales à Montereau en 2020, nous avions écrit dans notre projet que nous souhaitions créer un campus des métiers de l'industrie et du nucléaire. Donc c'est très concret, ça concerne les jeunes. Et c'est sur ces sujets-là qu'il faut aller chercher du débat et de l'implication des jeunes dans une campagne, dans une élection. Les élections présidentielles, les élections municipales mobilisent encore un peu les citoyens, moins les jeunes que les autres, mais il faut aller les associer à ces enjeux. Et puis sur les autres élections législatives, départementales, régionales et européennes,
Il y a des enjeux qui sont très forts. Il faut pouvoir le partager avec les jeunes. Mais peut-être que à l'approche d'élections nationales, vous pourrez, avec The Brain, organiser des podcasts multilatéraux, si je puis dire, avec des débats qui permettront, pour vos publics, qui sont plutôt des jeunes publics, eh bien, de les intéresser, non pas en version conversation de bistrot, qui effleure les choses, mais avec, là encore, des débats en profondeur pour pouvoir confronter non pas juste des personnalités, et des profils de personnalité, parce que c'est un peu trop ça aujourd'hui, mais vraiment des projets de société qui peuvent encore être différents entre des individus, des familles politiques, des courants politiques. Et c'est ça qui doit permettre d'engager les jeunes et les citoyens. Mais est-ce que le risque, c'est pas de... Si on veut aller engager les jeunes, moi je vois pas mal de personnalités politiques dernièrement, alors je sais pas si c'est votre cas ou pas, mais qui se lancent un petit peu sur TikTok, Instagram, etc. Justement, on imagine bien, pour avoir un canal de diffusion auprès des jeunes. Mais c'est pour que les formats fonctionnent, il faut que ça soit très impactant, il faut que ça soit très court, etc. Tout le contraire de ce que peut être peut-être la politique et la réflexion. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas un danger justement de faire du clientélisme politique pour aller toucher les jeunes et se mettre un petit peu sur les réseaux sociaux, ça? Ouais, ce sont deux choses différentes. Il est normal que quelqu'un qui propose un projet pour son territoire, pour la France, essaie de parler à tout le monde. Comme les jeunes ne vont pas vraiment lire les journaux ou sur Facebook, qu'un élu ou un candidat aille sur TikTok pour essayer de les toucher, je trouve que c'est normal. Après, je ne suis pas très fan de l'homme politique qui essaye de faire comme les jeunes sur un réseau de jeunes. C'est plus ça, ouais. Je trouve que c'est un peu ridicule et prendre les gens pour des imbéciles. Un élu ou un homme politique reste un élu ou un homme politique. Il doit faire gage de sérieux. Et même sur TikTok, il y a des formats. Il faut être assez impactant, il faut que ce soit assez court, évidemment, mais il faut rester dans la position de l'élu ou du candidat aussi. Oui, assez sérieux, quoi. Oui, enfin, en tout cas, ne pas tomber dans le ridicule. Ça, c'est le premier aspect. Deuxièmement, sur le clientélisme, à la fois, c'est détestable, et puis c'est la nuit des temps. Du pain et des jeux. À Rome. Voilà. Bien sûr. Donc, c'est pas nouveau. C'est à chacun, s'il a bien reçu et développer en lui cette capacité critique de s'interroger sur le bon mot de tel ou tel qui se présente à lui, savoir s'il y a de la sincérité, de la crédibilité, ou si c'est juste du miel pour attirer les abeilles. Bien sûr. Le clientélisme, juridiquement, est beaucoup plus encadré qu'avant. La France des années 90 n'a plus cours, ni en droit, ni en pratique. En tout cas, c'est la jeune génération des élus. Je crois qu'il y a une vraie différence entre le maire des années 2020 et le maire des années 90, que beaucoup de pratiques d'antan n'ont plus cours. Déjà, le droit ne le permet plus. C'est beaucoup plus encadré, que ce soit sur la campagne, y compris le financement de la campagne, et puis dans l'action publique ensuite. Il y a évidemment la survivance de gens qui ne sont pas respectueux du droit. Et puis, je crois que nous sommes au contraire beaucoup, non seulement à respecter le droit, à avoir une autre forme d'éthique, une autre forme de pratique politique, et à combattre les vieux démons aussi. Et c'est pas qu'une question d'âge, d'ailleurs, mais il reste un peu de survivance de ces élus méthode années 80-90 et qui font encore beaucoup de mal à la politique. Le moment le plus triste vécu dans ta carrière politique. Chaque jour, pour être plus précis, chaque fin de journée, chaque soir, je me demande, dans la journée, ce que j'ai réussi à faire qui a changé positivement la vie d'un habitant, d'une famille, d'une rue, d'un quartier, d'un groupe de personnes, une association, des entreprises, une communauté éducative, etc. Ça, c'est mon moteur. L'énergie que l'on met chaque jour, et les élus déploient beaucoup d'énergie. Voilà. J'ai l'impression d'en déployer beaucoup, mais je crois que c'est le cas pour la plupart d'entre eux. Moi, j'ai besoin, en retour, de me dire que c'est utile. Très concrètement, le jour où je me dirais « aujourd'hui, c'est raté », il faudra que je pense à une forme de renouvellement, soit de la méthode dans l'action, soit vraiment du parcours. Peut-être que j'irai faire autre chose ce jour-là. Donc ça, c'est vraiment la positivité quotidienne, parce que pour être très franc, c'est difficile aussi d'être élu. Les contraintes sont très fortes. Les contraintes normatives, juridiques, administratives, tout cela est très fort, très empêchant en fait de faire beaucoup de choses. Les contraintes budgétaires le sont aussi, et alors de plus en plus. Dans les années 90, il n'y avait pas beaucoup de morale, mais il y avait beaucoup de moyens. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de morale, mais il y a beaucoup moins de moyens. Et en même temps, les exigences des citoyens sont toujours plus fortes, et
de plus en plus dans l'immédiateté. Donc tout ça est très compliqué. Donc il faut chercher la positivité tous les jours. Évidemment, il y a des moments de tristesse quand on échoue sur quelque chose. Mais comme tout le monde, au fond, on peut réussir dans des temps courts ou des temps plus longs. Il faut parfois rebondir, etc. C'est assez logique. Peut-être si j'ai eu un moment triste, c'est celui d'une trahison fondée sur du mensonge. Et quand on est dans une relation de confiance avec quelqu'un, y compris dans le partenariat politique, et qu'à un instant T, vous vous rendez compte qu'il y a une trahison qui se fonde sur un mensonge pour pouvoir totalement inverser le cours de l'histoire, alors vous vous dites que vous croyez en ce que vous faites, mais qu'il faut quand même rester prudent sur la confiance que l'on peut avoir dans la nature humaine. Elle est imparfaite, et elle est imparfaite même chez les gens qui on pense pouvoir placer sa confiance. Bien sûr. J'aimerais qu'on parle d'un autre sujet, Monsieur Chéron. On a évoqué un petit peu donc, le sujet de l'éducation auquel vous faites face chaque jour dans votre rôle même en tant que maire, mais dans votre rôle de vice-président de la région. Il y a une autre chose que j'aimerais évoquer avec vous, c'est le positionnement politique. Depuis des décennies en France, on connaît la droite, la gauche, le centre, l'extrême droite, l'extrême gauche, et puis maintenant des partis qui viennent s'immiscer un petit peu entre les deux. Est-ce que réellement, vous avez dit, vous vous êtes positionné plutôt centre-droit, est-ce que réellement aujourd'hui, on a encore un positionnement politique existant et bien défini comme on a pu connaître il y a quelques années? Moi, je ne crois pas que la politique soit de la géométrie. Donc la droite, la gauche, l'extrême droite, le centre droit. Je ne me définis pas du tout comme étant au centre droit. D'accord. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ceux qui ne parlent que de droite et de gauche parlent combinaison politique. Moi, je crois la plupart des personnalités politiques. Mais bien sûr, mais je crois qu'il faut mettre de la profondeur. On pense quoi? Est-ce qu'on est libéral? Et de quelle façon? Est-ce qu'on est conservateur? Et quelle forme de conservatisme? Quelle est la part d'humanisme que l'on veut insuffler dans nos politiques publiques? Est-ce que l'on considère que la responsabilité est quelque chose d'individuel ou de social? Quand une personne commet un délit, est-ce que c'est sa responsabilité à lui? Ou est-ce que l'on va aller chercher des excuses sociales pour dire que c'est l'environnement dans lequel il a grandi, c'est la faute de la société parce qu'on ne l'a pas accompagné à un moment où... Voilà. Ça, c'est de la politique. Et c'est là où on doit aller chercher des positionnements différents. Tous sont légitimes. Et ça, c'est pas la droite ou la gauche. Oui, mais c'est pas du bleu ou du rouge. On l'entend pas dans le discours politique. On ne l'entend plus. Oui, on l'entend plus du tout. Mais il est vrai que aller sur les archives de l'INA, regardez les débats à l'Assemblée nationale, il y a 50 ans ou il y a 80 ans, reprenez les textes des débats à l'Assemblée avec Clémenceau, avec Gambetta, et puis ouvrez la télévision aujourd'hui pour regarder ce qui se passe à l'Assemblée nationale. On est quand même descendu bien bas. C'est l'idée. C'est l'idée, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui qui serait considéré comme extrême droite, par exemple, et qui dirait quelque chose de gauche, on dirait tout de suite, mais c'est pas possible, il n'est pas d'extrême droite ou autre. Alors, on veut cataloguer forcément les gens. Mais aujourd'hui, vous avez les responsables politiques de ceux qui sont catégorisés à l'extrême droite et de ceux qui sont catégorisés à l'extrême gauche, qui très souvent disent la même chose. Exactement. Ouais. Bon. Donc cela veut bien dire que le sujet n'est pas juste une question de géométrie et sur une barre de regarder qui est de quel côté. Le sujet est beaucoup plus profond. Quels sont les enjeux sociétaux, les enjeux économiques, les enjeux politiques au sens général du terme, et quel type de réponse on veut apporter. En reposant les bases d'un peu, c'est peut-être compliqué, mais d'un peu de philosophie politique pour savoir ce qui est bon pour notre société. Moi, vous voyez, je considère que je suis plutôt libéral. Libéral d'un point de vue économique et d'un point de vue sociétal. Je suis pour la liberté. Je ne suis pas pour l'empêchement. Je ne suis pas pour la contrainte. Que celui qui veut réussir et se donner les moyens de réussir ou d'avancer ou de faire son projet puisse le faire. Oui, et puis je n'ai pas, moi, à vous dire comment vous devez vous habiller, comment vous devez organiser votre vie économique, ce que vous devez manger. Enfin, ce n'est pas ma conception de la société. Dans beaucoup des débats d'aujourd'hui, au fond, il y a plein de partis ou d'élus qui ne sont pas du tout en phase avec ça. Donc je suis plutôt un libéral, pas au sens que celui qui n'y arrive pas doit crever sur le bord du trottoir. Bien sûr. C'est une société libérale dans laquelle la société, au sens du collectif, vient aussi accompagner et soutenir celui qui a des difficultés. On ne laisse personne sur le bord du chemin. Mais sous couvert de ne laisser personne sur le bord du chemin, on n'impose pas à l'ensemble de la société la façon dont elle doit vivre.
Eh bien ça, c'est un débat qu'on ne porte plus aujourd'hui. Le libéralisme, le mot même libéral est devenu un gros mot dans notre pays depuis quelques décennies, parce que, quelque part, on considère que c'est équivalent à l'ultralibéralisme américain ou au c'est ce que j'allais dire. néolibéralisme On souffre de la comparaison avec ou au les États-Unis. capitalisme. Ouais. Et tout ça, ce sont des notions qui sont extrêmement Bien sûr. différentes et qui n'ont plus cours dans le débat public aujourd'hui. On a aujourd'hui des députés à l'Assemblée nationale qui sont totalement déconnectés de la réalité de ce que l'on vit dans les familles, dans les territoires. Et je crois que l'Assemblée nationale était plus productive, plus équilibrée dans ses positionnements et dans ses débats, lorsque une partie des députés étaient aussi des maires, souvent des maires de petites communes. Ouais, c'est ce qui est important. Il ne faut pas que voir les quelques très grandes communes. Il y a 35 000 communes en France. Quand on est maire d'une commune de 1000, 10 000, 2000 habitants, on entend les problèmes. On entend les problèmes parce qu'on est au contact tous les jours avec Bien sûr. les habitants. Moi, je suis maire de Montereau. Mon téléphone est en connexion directe avec les 22 000 habitants de la ville. Ils me font part aujourd'hui de leurs difficultés et j'essaie de les accompagner. Ce quotidien-là, un député un peu hors sol ne le vit pas et il n'est que dans les combinaisons d'appareils, de droite, de gauche, d'extrême quelque chose, qui, au fond, n'apportent aucune solution concrète. On a parlé un petit peu justement des députés, des présidents, etc. Il y a un sujet qui revient très souvent sur le tapis, que ça soit dans les conversations un petit peu de comptoir, de dîner, etc. Ou même dans les conversations médiatiques aujourd'hui. C'est le salaire des différents élus. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire combien gagne un maire, un député Bon, le président, je crois que c'est plutôt... Enfin, tout est public, mais pour qu'on sache un petit peu comment ça se passe à ce niveau-là. C'est de l'argent public. Donc, tout est public. 2, il est normal que ça puisse être su par les habitants. Moi, en tant que maire de Montereau, je ne saurais pas bien vous dire le super brut, le brut et puis ce qui est prélevé. Je peux vous dire ce qui tombe sur mon compte bancaire. Ouais. Voilà. En tant que maire de Montereau, une ville de 22 000 habitants, avec 800 salariés, 70 millions d'euros de budget, le maire de Montereau, sur son compte bancaire en net, à la fin du mois, il tombe 2 400 euros. D'accord. Vous voyez que ce n'est pas pour l'argent qu'on fait ça, parce que dans le privé, quelqu'un qui gère 800 personnes avec un 800 budget de personnes et 70 millions d'euros, il aurait d'autres formes de revenus. Donc ça veut dire que soit on n'est pas capable de faire autre chose et qu'on se dit que c'est la super promotion sociale, soit on a l'action publique chevillée au corps. Je crois que c'est plutôt mon cas, sinon je ne ferais pas ça tout le temps. C'est une fonction passion. C'est une fonction passion. Et c'est le cas de la plupart des élus, même ceux qu'on combat. Voilà. On peut ne pas être d'accord, mais il y a toujours de la passion dans l'engagement des élus. Mais on entend souvent, moi je prendrais l'exemple de certaines personnes de ma famille, par exemple, qui vont dire oui, mais il y a ce qui touche en sonnant et trébuchant, et puis il y a les avantages qui peuvent se créer avec leur pouvoir politique. Qu'est-ce qu'on répond à ça ? Moi, je peux répondre que le maire de Montereau, il n'a pas de logement de fonction. J'ai mon appartement à moi. Il n'a pas de véhicule de fonction. Il n'a pas d'avantages particuliers. Ce ne fut pas toujours le cas. Donc je comprends qu'il y ait toujours cette forme d'image, parce que nous avons eu des élus, à Montereau et comme ailleurs, qui utilisaient un véhicule comme étant leur véhicule personnel, y compris pour partir en week-end, pour partir en vacances, en adaptant le format du véhicule aux évolutions de leur famille. Il y a eu plein d'élus qui, au gré des évolutions et des transformations de la ville, c'est des affaires publiques, juridiques. Il y a eu des procès pour celles qui ont été révélées, et puis il y a toutes les autres qui touchaient des enveloppes pour attribuer un marché public, pour signer... Oui, c'est de ça qu'on parle. Alors, au niveau local, je ne sais pas, mais... Mais c'était le cas, surtout au niveau local. Parce que les marchés publics, pour beaucoup, c'est les collectivités. La plupart de la commande publique, ce sont les collectivités. Oui, bien sûr. Il y a eu une période où les élus locaux touchaient des enveloppes de façon illégale, et donc ont créé des revenus complémentaires, pour le dire comme cela, au gré des signatures des permis de construire ou des décisions en termes de marché public. Ceci, aujourd'hui, normalement, n'a plus cours. Alors, moi, je peux en attester à la mairie de Montereau. On a découvert, d'ailleurs, il y a quelques années, un agent de la ville qui avait commis un détournement de fonds publics. Je l'ai sorti de la fonction publique et fait condamner par la justice. D'accord. Parce que c'est insupportable de voir que de l'argent qui appartient à tout le monde puisse bénéficier de façon irrégulière à une personne en particulier. Donc le cadre juridique a évolué et la pratique aussi. Moi, j'ai grandi en étant petit, en voyant dans des ministères circuler de façon très officielle ce que l'on appelait de façon symptomatique les fonds secrets.
Le ministre avait à disposition chaque mois une valise avec de l'argent. Ça permettait de payer des collaborateurs qui n'étaient pas forcément les collaborateurs salariés, mais qui rendaient des services politiques. Pas les officiels, quoi. C'était pas les officiels, etc. Et c'était institutionnalisé comme cela. Années 80. Je ne sais plus quand la loi a changé, peut-être début des années 90 ou années 90. Voilà. Donc c'était comme cela. Et il reste encore naturellement cette image, et il reste naturellement quelques élus qui continuent de faire ce que la loi ne permet pas. Il faut se battre contre cela, et il faut aussi se battre contre l'image que cela continue de renvoyer. Les 35 000 communes de France sont d'abord et avant tout administrées par des maires, des adjoints maires et des conseillers municipaux qui donnent du temps, à qui parfois ça coûte de l'argent. Un conseiller municipal délégué à Montereau, il a 90 € d'indemnité. Oui, bien sûr. Donc ça lui coûte de l'argent en fait, parce que lui, il va faire plein de choses, il va payer son carburant pour aller à droite à gauche, parfois des réunions en dehors de la ville, évidemment il passe beaucoup d'heures, qui prend des fois des délégations, des heures de délégation par rapport à son travail, qui peuvent lui être décomptées par son employeur et qui ne sont pas complètement compensées par cette indemnité. Donc c'est d'abord des gens qui donnent du temps et qui s'investissent. C'est ça les élus locaux. On parle de prise de décision, justement. On dit souvent que la France est un pays très très lent sur le plan administratif. À quel point c'est lent pour un maire ou un élu qui voudrait faire changer les choses, justement. Quel type d'effort il faut faire, justement, parce que, alors on parle d'administratif, mais on parle aussi de politique à grande échelle ou à petite échelle. À quel point c'est dur de faire changer les choses à cause de ce défaut-là? On est dans une démocratie. Parce que nous sommes dans une démocratie, les choses sont un peu plus lentes. Et c'est normal. Parce qu'il y a du débat. Vous serez dans une dictature, vous avez une personne ou un groupe de personnes qui décide et qui impose. Le temps de la discussion, le temps de la construction du projet, c'est normal que ça prenne du temps. Néanmoins, aujourd'hui, on est dans un pays qui est sur-administratif. Il y a des choses que l'on peut faire dans le cadre actuel et d'autres pas. Donc la volonté politique peut suffire, mais pas pour tout. Je prends un exemple. Je reste sur les lycées. Il y a 10 ans, l'équipe d'avant, pour construire un lycée, mettait 8 ans. Entre le moment où ils décidaient, dans tel territoire, on a besoin de construire un établissement pour accueillir des élèves, et le moment où ils inaugurent un lycée, ils mettaient 8 ans. Donc le mandat était fini. C'est considérable, plus qu'un mandat. Ouais, voilà. plus. Aujourd'hui, on fait ça en 4 ans max. On ne sait pas réduire beaucoup plus parce qu'il y a quand même des procédures à respecter. Et donc, on respecte le code de la commande publique. Moins que 3 ans et demi, 4 ans, c'est quand même très difficile. Et on voudrait parfois aller plus vite. On peut, par la pratique, faire mieux, mais par le droit ou le contexte, on est parfois un peu empêché. Donc, on doit simplifier. Il y a 100 ans, le code du travail, il était épais comme ça. Aujourd'hui, il est comme ça. Voilà. Donc, il faut quand même se poser les questions de l'utilité de cet enchevêtrement de textes et parfois de cette accumulation d'institutions. Chaque commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale qui s'appelle une communauté de communes ou une communauté d'agglomération ou un établissement public territorial, etc. En parallèle de quoi, vous avez des syndicats intercommunaux pour gérer plein d'autres choses. Les déchets, l'eau, des écoles. Vous avez le département qui a des compétences, la région qui a des compétences, l'État. L'État, c'est l'administration centrale, le gouvernement, avec plein de ministères. Mais c'est plein d'agences nationales. En parallèle de tout ça, vous avez les organismes consulaires. La Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre du métier et de l'artisanat, les chambres d'agriculture, etc. Vous avez le paritarisme. Le paritarisme gère plus d'argent que l'État. La sécurité sociale, les retraites, c'est co-géré avec les organisations syndicales, patronales, etc. Comment on s'y retrouve là-dedans? C'est sûr. Et on parlait des jeunes tout à l'heure, encore plus. Il n'y a pas un citoyen qui s'y retrouve. Vous choisissez votre député, vous choisissez un président de la République. Dans la réalité, leur pouvoir est assez limité. On ne sait même pas ce qu'ils ont la possibilité de faire ou pas. Ils posent des cadres juridiques qui sont fondamentalement importants, mais au fond, beaucoup leur échappent. Parce que, par exemple, c'est le paritarisme, c'est la démocratie sociale. Ça n'est pas antidémocratique. Mais la responsabilité publique des acteurs de la démocratie sociale, elle est bien moindre que le président de la République ou le Premier ministre, qu'on va rendre coupable de tout, toujours, alors qu'au fond, ils n'ont pas la main sur tout.
Et est-ce que vous pensez que le Premier ministre ou le Président de la République, parfois, devrait avoir la possibilité d'avoir beaucoup plus la main sur une décision qui se voudrait, par exemple, urgente? Moi, je crois que le président de la République ne peut pas s'occuper de tout, qui ne doit pas s'occuper de tout. Il y a un mot, un bon gros mot technocrate, qui s'appelle la subsidiarité. Le principe, c'est de confier à celui qui va le mieux savoir faire la compétence. Aujourd'hui, tout le monde s'occupe de tout. Je vous prends un exemple. La ville de Montereau est en train de finir d'écrire son plan local d'urbanisme. Comment on organise la ville de demain, là où on construit des maisons, des immeubles. On est maître normalement de notre destin. Le PLU de la ville de Montereau doit satisfaire à un schéma territorial, le SCOT, je vous ai déjà perdu, Oui, qui est établi c'est ce que j'allais dire, le SCOT qui est établi par le SMEP, un syndicat mixte d'études et de programmation. Tout ça dans un cadre où la communauté de communes a établi des règles, en matière environnementale, en matière d'habitat. Donc la ville de Montereau doit satisfaire aux règles de l'intercommunalité double. La communauté de communes pour certaines choses, le SMEP, dont vous ne savez même pas que ça existe, qui est censé écrire un SCOT. La réalité chez nous, c'est qu'il n'a toujours pas réussi à le faire. Tout cela doit satisfaire aussi au schéma régional d'Île-de-France, qui organise à l'échelle de la région les grandes orientations. Tout cela devant naturellement satisfaire aux règles du Code de l'urbanisme, qui est en perpétuel mouvement au gré des travaux des députés et des sénateurs. Écrire un PLU, ça vous prend 10 ans. C'est incroyable. Personne ne comprend plus rien à tout ça. Et pendant ce temps-là, tant que le PLU n'est pas écrit, chacun peut faire un petit peu... C'est le PLU précédent, ouais. dont vous considérez qu'il n'est peut-être plus adapté, puisque vous avez enclenché une procédure pour le réécrire. Et notre pays est organisé comme cela. Je pense qu'il faut confier à chacun ce qu'il est le meilleur à faire. Et que l'État doit s'occuper exclusivement de ce qui est de l'ordre du régalien. Bien sûr. La défense, la sécurité, la justice, les affaires étrangères, mais que derrière, on doit beaucoup plus confier aux régions, aux départements, aux communes. Il faut regarder évidemment pour chacune des compétences, les compétences opérationnelles et même des compétences stratégiques, mais qui vont permettre de vivre dans la différenciation. La ville de Montereau n'est pas la ville de Marseille, on n'est pas dans le même territoire, on n'a pas la même dimension, on n'a pas le même nombre d'habitants, on ne vit pas les mêmes réalités. Et donc on doit pouvoir écrire nos histoires de façon différente, en empêchant chacun de se mêler de tout. Je pense que depuis le début des années 2010, tous les présidents et tous les gouvernements se sont trompés en voulant réagir sur tout. Lorsqu'il y a un accident de la route dans le Vaucluse, est-ce que le ministre de l'Intérieur doit se déplacer et en faire l'actualité du jour, comme tous les médias du quotidien? Voilà. Eh bien, je ne crois pas. Dans le Vaucluse, il y a un sous-préfet d'arrondissement, il y a le maire de la commune, et ils vont gérer. Et c'est leur job. Et le ministre de l'Intérieur, lui, il ne doit pas s'occuper de ça. Et on ne doit pas avoir les ministres tous les jours à faire 50 tweets pour parler de tout et de rien. Et on ne doit pas avoir un président de la République qui tous les jours fait des tweets pour s'occuper de tout et de rien. Il doit être au-dessus de la mêlée. Évidemment, on a les contre-exemples. C'est Donald Trump, bien sûr, qui tous les jours parle. Oui, mais on se fout de lui. On considère que c'est pas au niveau. Et en même temps, on fait un peu pareil. Pas dans l'outrance, qui lui est propre, mais en tout cas dans l'action, dans le mécanisme qui est en train de se mettre en place. Moi, je crois qu'il ne faut pas, nous, citoyens, attendre du président qui déclare quelque chose sur tout, et il ne faut pas que le président tombe dans ce travers-là. Avec la région Île-de-France, avec Valérie Pécresse, on a demandé à l'État de pouvoir bénéficier de plus de 40 délégations de pouvoir, des transferts de compétences supplémentaires, ce qu'une loi récente permet. Le gouvernement devait répondre sous 6 mois. Ils nous ont répondu en plus d'1 an pour dire non à tout. Ah oui, d'accord. L'État ne veut rien lâcher, alors que l'État n'arrive pas à faire. Oui, il veut tout contrôler. Je vais vous donner un exemple. Avant, les hôpitaux étaient gérés par les médecins. L'administration a pris le pas, a pris le pouvoir. Les frais administratifs représentent aujourd'hui 1/3 du coût de l'hôpital. L'hôpital, il est là pour soigner. Bien sûr. 1/3 des frais hospitaliers, du coût de l'hôpital, c'est dans l'administration de l'hôpital. Vous avez un hôpital à Valenciennes qui, de façon dérogatoire, exceptionnelle, a continué à être géré par le personnel médical. Interne, Là, vous n'avez pas le tiers de fonctionnement administratif. Bien sûr. Et est-ce qu'il fonctionne moins bien? Est-ce qu'il soigne moins bien?
Eh ben non. Et pourquoi on ne s'appuie pas sur ces exemples-là pour en faire d'autres? C'est ce que l'on essaye de mettre en avant. On est plein d'élus, hein. Je ne suis pas tout seul évidemment à plaider pour ça, mais on est plein d'élus à plaider pour cela. On demande plus d'autonomie, pas forcément plus de moyens, plus d'autonomie. Plus d'autonomie et des réelles délégations de plus de compétences, des transferts de compétences pour que l'on puisse mieux gérer en proximité et de façon différenciée et en évitant plein de consommation d'argent public par cet enchevêtrement en fait où quand vous êtes 10 à vous occuper de quelque chose, personne ne s'occupe de rien en réalité et ça coûte 10 fois de l'argent. Oui, je comprends. Mais est-ce que le pendant de ça, c'est pas d'avoir quelqu'un qui va être élu dans une commune ou dans un département ou autre et qui va faire totalement n'importe quoi et sur qui du coup on n'a plus forcément de contrôle? On vit dans une démocratie. Le contrôle il est exercé par le peuple. Bien. Si vous donnez plus d'autonomie et plus de compétences à une collectivité, par exemple à un maire, un conseil municipal sur le territoire de sa commune, premièrement, il y a le droit. Donc si quelque chose ne va pas, vous allez devant le juge. Bien sûr. Et le juge tranche. Et puis il y a des élections. Les électeurs prennent une décision à un moment donné, ils donnent les clés du camion à quelqu'un. Je vais prendre une autre image. Ils donnent les clés du bus à quelqu'un et tout le monde est dans le bus. Si le conducteur du bus prend une mauvaise direction, au prochain carrefour, vous changez de conducteur. On éjecte le conducteur, oui. Et c'est ça l'élection. Donc on n'a pas besoin d'inventer 17 missions de contrôle par des gens qui n'ont aucune légitimité démocratique. Non, bien sûr, ça oui. Puis ça freine tout. Alors qu'il y a le droit qui est dit par le juge si quelqu'un ne respecte pas le droit, et que pour l'opportunité politique, c'est au peuple de décider. Ça s'appelle la démocratie. D'accord. Je vous laisse tirer une petite carte. Le conseil politique le plus toxique que l'on pourrait donner à quelqu'un. Le conseil politique le plus toxique que l'on pourrait donner à quelqu'un. Ou qu'on vous a donné, hein, peut-être. Je me suis jamais posé la question. Oui, j'essaie de ne pas avoir de conseils toxiques, évidemment. Mais est-ce que quelqu'un vous en aurait pas donné un, par exemple? Si. Nous étions dans le bureau du préfet, la première semaine de septembre, avec donc moi en tant que maire de Montereau, avec le président et le premier vice-président de ma communauté de communes, sur un sujet en particulier. Et nous étions en désaccord entre élus. Et les représentants de la communauté de communes ont déclaré il faut savoir prendre, je vais essayer d'être précis, il faut parfois prendre des décisions contre la population. Je ne partage pas cela. On peut prendre des décisions en avance sur la conscience sociale de quelque chose. Ça, je suis d'accord. Je pense que si l'on avait demandé aux Français s'ils souhaitaient, par exemple, abolir la peine de mort, ils auraient dit non. Si l'on avait demandé aux Français s'ils étaient d'accord pour autoriser les femmes à recourir légalement à l'IVG, ils auraient dit non. Donc il faut que les hommes politiques, les responsables politiques, les députés, si je prends ces deux exemples, puissent être parfois en avance de phase. Ouais. Si on demandait aujourd'hui aux Français s'il fallait rétablir la peine de mort ou interdire l'IVG, je pense que dans la majorité, ils ne changeraient pas les textes. Il faut parfois être en avance, mais jamais contre le peuple. On en a parlé un petit peu, on n'est pas allé tout au bout du parcours. The Brain, c'est un podcast qui est là aussi pour, d'où le logo, mais ouvrir des portes. Voilà, il y a une porte entrouverte, mais c'est parce que les portes sont toujours entrouvertes et il suffit de les pousser. Et aujourd'hui, sur le parcours que vous avez eu, vous êtes passé par l'ENA, qui est une école prestigieuse, qui est l'École nationale d'administration. Alors, dans un parcours un petit peu spécifique, vous allez pouvoir y revenir. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le genre d'école à laquelle tout le monde peut accéder en bonne égalité, si je puis dire? Oui, aujourd'hui, il est possible pour tout le monde d'accéder à l'ENA. Il faut absolument lutter contre l'autocensure. Je suis maire de Montereau, une ville extrêmement populaire, où nous avons les fractures les plus béantes de notre pays, les personnes les plus fragiles, financièrement, socialement. Et néanmoins, il faut absolument lutter contre toute forme d'autocensure, qui peuvent passer par une forme d'assignation territoriale et s'illustrer par la reproduction sociale, ce que nous évoquions en début d'entretien sur cette fameuse étude de l'OCDE. Et il faut mettre en visibilité les parcours de réussite. Bien sûr. Pour en faire des exemples, pour que ceux qui seraient tentés par cette forme d'autocensure se disent « mais si lui ou elle a réussi, moi aussi je peux ». On a lancé un programme depuis 2020 avec la municipalité de Montereau qui s'appelle les ambassadeurs de la réussite. Ce sont des jeunes de Montereau, ils y sont nés ou pas, mais ils ont grandi dans la ville,
qui sont les jeunes d'aujourd'hui avec quelques années d'avance. Ils avaient toutes les bonnes raisons, toutes les mauvaises raisons, comme les jeunes d'aujourd'hui, de se dire « ça ne marchera pas pour moi ». Et ils ont réussi. Ils ont réussi en étant épanouis dans l'entreprise dans laquelle ils travaillent, le plus simplement du monde, ou en ayant parfois eu des parcours exceptionnels en matière sportive, en matière culturelle, ce qui ne peut pas être donné à tout le monde, mais aussi en s'étant défoncés en matière de motivation et de travail pour atteindre des objectifs, et en étant aujourd'hui médecin, avocat, pilote d'avion, voilà, plein de métiers où peut-être eux-mêmes, ou les jeunes d'aujourd'hui, se disent qu'ils ne sont pas atteignables. C'est inaccessible, oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, on est dans un pays qui permet à tout le monde, si tant est qu'il ne s'auto-censure pas, lui ou son environnement social immédiat. Si on a un objectif, si on a de la motivation, on peut faire. C'est vrai aussi pour l'ENA. Moi, je n'ai pas fait l'ENA au sens, un peu tous les anciens présidents de la République, qui ont passé le concours, qui ont fait un cycle long, le cycle de l'ENA, etc. J'ai fait un cycle d'1 an, dédié qui s'appelle le cycle des hautes études européennes. J'ai la conviction, un peu dans la continuité de ce que j'évoquais tout à l'heure sur la subsidiarité. Il faut confier à chacun les missions pour lesquelles il va être le plus à même de nous apporter des solutions. C'est vrai pour la commune. Moi, je suis pour la décentralisation, pour les communes, les départements et les régions, qui peuvent faire mieux que l'État plein de choses. Mais je pense qu'il y a quelques sujets, c'est à l'échelle de l'Europe qu'on sera les meilleurs, parce que si on n'est pas groupé, on n'est pas assez fort dans une compétition mondiale où les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie, etc. sont des géants. Ouais, et si nous-mêmes, on n'est pas géants, on n'existe plus dans le paysage. Et je suis très insatisfait de ce que fait l'Europe aujourd'hui, mais néanmoins, je pense que l'échelle de l'Europe peut nous aider à remporter des enjeux demain. Mais comme je suis très insatisfait de ce que fait le gouvernement, mais j'aime mon pays et je crois en mon pays. Et c'est pas parce que je suis insatisfait d'un gouvernement, quel qu'il soit, que j'ai envie de casser le mécanisme et de casser mon pays. Voilà. Donc c'est pour ça que j'avais fait ce cycle-là, et avec des profils extrêmement divers et variés, plutôt des professionnels, du monde privé, des journalistes, des gens de l'armée, des diplomates français et étrangers. Et ce que j'ai fait là, c'est ouvert à tous, et même le cycle noble, entre guillemets, de l'ENA, aujourd'hui est accessible à tous, si tant est que on se dit que c'est possible et qu'on s'en donne les moyens. C'est difficile, mais on a besoin d'avoir des fonctionnaires ou des dirigeants d'entreprise de très haut niveau. Et d'ailleurs, il y a quelques années, on a dit on supprime l'ENA. C'est faux. Il n'y a plus l'ENA, mais il y a une autre école qui s'appelle différemment, mais qui fait à peu près la même chose. La même chose. Et on a besoin de gens de haut niveau pour piloter et diriger l'administration, les entreprises dans notre pays et quelquefois au-delà. L'image qui vous vient en premier quand vous pensez à votre enfance? Ma famille, je pense. Parce que c'est certainement le fil conducteur. Et là où on est bien quand on est un enfant. Votre souvenir le plus douloureux en politique? Je crois avoir déjà répondu tout à l'heure en tirant une carte. La trahison. La politique, c'est dur. Et les objectifs sont nobles. On fait ça parce qu'on a à la fois une conscience de l'intérêt général et puis un rapport à l'autre qui est particulier. Et quand on se sent trahi, quand on est victime du mensonge et de la trahison, alors ça fait mal. Ça fait mal pas longtemps, parce qu'il faut savoir se projeter dans le monde qui est devant nous et ne pas rester bloqué sur cet acte. Mais oui, bien sûr, c'est douloureux. Est-ce qu'il y a une odeur qui vous remplit de bonheur? Plutôt une clameur. J'aime entendre j'aime entendre les gens être heureux, en fait. Votre plus grande fierté? C'est tous les jours de me dire que ce que j'ai fait dans la journée a été utile à quelqu'un. Est-ce qu'il y a une personne qui vous manque le plus au monde? Celle que je n'ai pas encore rencontrée. Est-ce que vous avez un candidat favori pour la prochaine élection présidentielle? Pas du tout. Et puis ça, c'est tellement pas le sujet, en fait. Voilà. Il y a plein de gens qui ont du talent. Le sujet, c'est de savoir quel projet on va écrire et construire pour la France. Est-ce qu'il y a un personnage politique que vous trouvez vraiment très hypocrite? Est-ce qu'on a 1 heure de podcast en plus pour... Ils sont trop nombreux.
Et enfin, si vous étiez président de la République, quelle serait votre première mesure à la tête du pays? Je n'ai aucune velléité d'être président de la République. Très bien, merci Monsieur Chéron. J'aimerais qu'on aborde maintenant un sujet qui me tient à cœur, parce que lors de chaque émission, notre invité il choisit une association à l'effigie de qui on va créer des cartes pour les vendre sur le site de notre partenaire, donc Giftasso. Et j'aimerais que vous nous parliez de cette association, justement. Eh bien, j'ai envie de vous parler d'une association qui s'appelle Laissez-nous briller. Parce qu'elle remplit toutes les cases de ce qui me motive dans mon engagement public. Que je connais d'ailleurs, cette association. Ouais. Vous m'avez fait la surprise, mais du coup, je la connais, l'association, avec Lionel. Exactement, et toute une équipe. Aujourd'hui, le président, c'est Kylian. C'est une association créée, pilotée, portée par des jeunes qui se sont dit qu'ils avaient des messages à faire passer. Ils se sont donné les moyens d'inventer des actions, d'aller chercher des partenaires, de piloter réellement leurs actions avec un impact social immédiat pour leur quartier et une forme de vision aussi dans le temps, puisqu'au-delà de l'événementiel, que l'on fait ensemble avec la ville, évidemment, on les accompagne beaucoup, parce que ça serait quand même compliqué. Mais ils sont par exemple très associés à un événement dans la ville qui s'appelle les cultes urbaines, et ils organisent la plupart des événements sportifs de ces cultes urbaines qui ont lieu au début du mois de juin, chaque année, depuis quelques années maintenant, à Montreux. Au-delà de l'événementiel, qui a un impact social réel dans le quartier, les 2-3 jours où ils participent, ils ont aussi des actions plutôt de fond, en accompagnant des jeunes sur du long terme, dans un processus que je qualifierais de construction d'émancipation. Et je trouve que c'est exemplaire d'avoir des jeunes d'un quartier qui se prennent en main pour eux-mêmes et pour les autres, avec une volonté forte, déjà de se faire plaisir, de s'amuser, d'amuser, etc. Enfin, on a aussi le droit d'aller chercher et de construire du bonheur collectif, mais d'être une association à impact aussi sur du long terme. Donc voilà, ça me fait plaisir de vous parler de cette association Laissez-nous briller, qui a pris une place importante dans la ville de Montreux et que nous sommes très heureux avec la municipalité d'accompagner. Ouais, donc on créera des cartes à l'effigie de James Chéron et de l'association Laissez-nous briller. Au niveau un petit peu des événements qu'ils organisent, on en a parlé un petit peu, mais c'est vrai qu'ils emmènent les jeunes à l'étranger sur des parcours où ils les font grandir. Ils font notamment un tournoi de foot, ils participent aux cultures urbaines. Il y a plusieurs petits événements qui permettent l'épanouissement des jeunes du quartier à Montreux qui s'appelle Surville. Et pas que d'ailleurs, les jeunes c'est ouvert aux différents jeunes. Et vous savez, il y a avant 10 ans, c'était impossible de faire ça. En étant élu, adjoint au maire, puis maire, j'avais souhaité qu'on fasse ce type de rassemblement sportif au sein du quartier de Surville. Et j'avais des freins de personnes, maires, quand j'étais adjoint au maire, ou l'entourage, qui me disaient c'est impossible d'organiser cela et de tenir cela. Comme on m'avait dit que c'était impossible, par exemple, d'ouvrir les gymnases tard le soir, pour que les jeunes qui sont peut-être un peu trop livrés à eux-mêmes aient quand même un point de chute, puissent être accueillis dans un endroit où, déjà, ils ne seront pas dehors. Dehors, c'est possiblement créer des nuisances, donc des problèmes de tranquillité publique pour les gens qui habitent là. Dehors, ça peut être un dehors-dedans, traîner dans une cage d'escalier ou un hall d'immeuble. Donc là, on crée des nuisances, potentiellement des dégradations. Et puis, lorsque l'on est dehors, on est aussi potentiellement la cible de personnes qui vont chercher à vous capter pour vous emmener sur un mauvais chemin. Donc, avant d'être maire et maire en autonomie, si je puis dire, j'avais proposé tout cela. On m'a dit que c'était totalement impossible. Et il faut savoir transcender les impossibles. Voilà. On a ouvert le gymnase. Au-delà, le gymnase ouvert le soir et la nuit, on a ouvert un studio pour venir faire de la musique, faire de la radio, un espace plutôt lié aux jeux, etc. Et les dizaines et dizaines de jeunes qui viennent dans cet espace-là, ils ne sont plus dehors. Et on a des encadrants municipaux avec lesquels ils peuvent du coup prendre contact. Et ça nous permet parfois de raccompagner ces jeunes aussi à réécrire un parcours en matière de formation et d'emploi lorsqu'il y a une rupture de parcours. Et de la même façon, dans notre bon et beau quartier de Surville,
à Montreux, il était impossible pour des questions d'ordre public de pouvoir organiser cela. Et on a voulu le faire. Et depuis quelques années, on le fait avec l'association Laissez-nous briller, donc avec des jeunes du quartier à qui on a dit on vous fait confiance. On vous fait confiance et on vous donne les moyens pour organiser la partie sportive. Bien sûr. Et ils organisent un super tournoi de foot. Ils organisent un super tournoi de basket. Ouais, exact. Et tout ça fonctionne très bien. Il n'y a jamais de problème de sécurité. Il y a des enjeux, mais il n'y a pas de problème. Et cette confiance que l'on place dans les jeunes, qui organisent, cette confiance que l'on place dans les jeunes et les familles du quartier pour faire en sorte que cet événement qui rassemble des milliers de personnes se déroule dans de bonnes conditions. Ça se passe bien, ouais. C'est important. C'est très important. Il n'y a pas plusieurs France. Il n'y a pas la France où on se permet de faire la fête, de s'amuser, où on fait confiance aux gens, et puis la France de la défiance. C'est pas vrai. En tout cas, moi, je lutte contre cela, contre ces fractures territoriales qui font qu'en fonction de qui vous êtes et d'où vous habitez, vous aurez plus ou moins de droits. C'est pas tolérable. C'est un libéral qui vous le dit. Monsieur Géron, j'aimerais qu'on finisse l'entretien en évoquant un petit peu vos ambitions futures en politique ou même sur le plan personnel et professionnel. Est-ce qu'on peut en parler ? Ah, vous pouvez en parler. Mais vous, est-ce que vous pouvez en parler ? J'ai jamais eu de plan de carrière. J'étais au lycée, j'avais des copains qui savaient très exactement l'université qu'ils voulaient faire, le métier qu'ils voulaient exercer, à quel endroit, dans quel service, etc. Je n'ai jamais eu cette écriture anticipée. Donc, je ne sais pas vous dire dans 5 ans ou dans 10 ans ce que je ferai. La vie est pleine d'opportunités. J'ai la passion pour ce que je fais. Aujourd'hui, je suis maire de Montreux, je suis vice-président de la région Île-de-France en charge des lycées. Ce sont des fonctions qui me passionnent, qui me prennent 40 heures par jour. J'aime ça et je pense que j'ai encore de l'énergie à donner dans ces missions-là. Donc les quelques années qui sont devant moi, je les imagine dans cette direction. On m'a proposé en 2024, à l'occasion des élections européennes, de devenir député européen. Je crois que l'Europe est l'une des clés pour notre pays, notre nation, pour continuer à tenir sa place dans le monde. Je suis le monsieur Europe du parti politique auquel j'adhère, l'UDI, qui a été fondé en 2012 par Jean-Louis Borloo. Donc j'ai évidemment cette dimension. Et néanmoins, j'ai décliné cette proposition, qui est assez originale. Je pense que pour beaucoup, quand on vous propose de devenir parlementaire, c'est un peu l'opportunité de votre vie. J'ai réfléchi profondément, mais assez rapidement, et je me suis dit que ce n'était pas le moment. Donc j'ai été présent sur la liste, mais à une place qui ne me permettait pas d'être élu, un peu plus loin, alors qu'il était prévu que je sois dans les 10 premiers de la liste, qui permettait d'être élu avec certitude. Parce que je crois qu'à Montreux, je suis maire depuis 2017, je suis maire avec mon équipe et mon projet depuis 2020, c'est encore un peu court pour pouvoir considérer que j'ai fait ma part. Bien sûr. On n'a jamais terminé. Voilà. Donc il ne faut surtout pas faire comme ceux d'avant qui, au bout de 30 ans ou 40 ans, disent « j'ai encore des choses à faire ». On a toujours des choses à faire. Mais pour lancer une impulsion dans un pays, vous disiez tout à l'heure, qui est assez lent, il faut quand même quelques années. J'ai encore cette énergie et je crois que j'ai encore quelques années devant moi pour, si les électeurs de Montreux évidemment en décident, faire encore des choses, lancer des impulsions à Montreux pour continuer à transformer cette ville, notamment en donnant les clés de la réussite aux enfants d'aujourd'hui pour qu'ils puissent devenir demain des adultes et des citoyens éclairés, libres, épanouis, qui réussissent leur vie. Donc j'ai pas de plan de carrière et puis je crois qu'on est malheureux quand on s'écrit un plan de carrière parce que ça se déroule jamais comme vous le pensez. Bien sûr. Donc si vous donnez des objectifs qui sont très fermes, comme vous ne les atteindrez pas, vous allez générer votre propre malheur. J'ai pas envie d'être malheureux, j'ai envie d'accompagner le bonheur des autres, mais aussi d'écrire un peu ma part de bonheur. Donc j'ai pas de plan de carrière. J'ai eu plusieurs carrières déjà. En sortant de l'université, j'ai travaillé pour le ministère des Affaires étrangères. J'ai vécu des expériences incroyables, courtes dans le temps, mais incroyables. Après, j'ai travaillé dans une entreprise privée. Après, j'ai travaillé pour des élus. Après, je suis devenu un élu. Je vais encore faire un peu élu dans les fonctions qui sont celles que j'occupe aujourd'hui. Et puis après, on verra. Je suis pas encore trop vieux. Donc, comme l'âge de la retraite, en plus, je crois, recule. J'ai quelques décennies de travail devant moi et je suis sûr que j'aurai encore plein de choses à donner, plein de choses à apprendre, à la fois des métiers ou des fonctions que j'exercerai et puis de toutes les personnes que je rencontrerai. On s'enrichit beaucoup au contact des gens et cet entretien m'aura enrichi aussi à votre contact, Fabien.
Merci beaucoup. Je confirme le plaisir que j'ai évoqué en début d'entretien de vous avoir reçu cette fois-ci. On a parlé de beaucoup de choses. J'espère que ça plaira vraiment à un maximum de monde. L'idée, encore une fois, c'est de parler aux jeunes. Et aussi aux moins jeunes, mais aux jeunes pour les orienter sur des différents parcours. Aujourd'hui, on a eu quelqu'un qui a une carrière politique et d'engagement. C'est surtout ça que je retiens, c'est le côté engagement. Donc encore une fois, merci d'être venu à ce podcast et puis bonne continuation pour la suite. Merci à vous et longue vie à The Brain. Merci beaucoup.